Alors bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Pas encore périmé, donc le podcast qui donne la parole à ceux qui n'ont pas envie d'être invisibles, qui n'ont pas envie que la date de péremption arrive tout de suite et qui sont motivés à faire des choses. Alors avant tout, on va quand même regarder la caméra et ne pas faire l'erreur qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire demander aux gens de s'abonner à la chaîne maintenant, C'est très pas important. avoir à faire une capsule comme on a fait l'autre fois et la Exactement. rajouter après. Et pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les Voilà, notifications des prochains épisodes. c'est très important pour le référencement d'avoir des abonnés. Et surtout qu'on est une jeune association, un jeune podcast et on se développe assez vite grâce à vous tous. Exactement. Donc on a besoin de continuer pour que la parole des seniors qui ne sont pas encore périmés soit entendue au maximum. Voilà. Merci. Maintenant que cette introduction est faite, Jean-Michel, donc on est content de te recevoir. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Eh ben, écoute, Grand avec grand plaisir. plaisir. Alors avant de revenir sur ton parcours, puisqu'on a vu que tu étais un ancien gérant de fonds d'investissement, que tu es devenu humoriste il y a quelques années déjà, tu as un parcours assez particulier et très intéressant, on va revenir dessus, mais est-ce que tu peux nous parler de ton échec le plus marquant? Alors mon échec le plus marquant, on va dire, c'est un échec de ma vie professionnelle d'investisseur. Voilà, c'est un de mes derniers investissements où malheureusement, j'avais pas vu un certain nombre de choses, où on m'avait caché un certain nombre de choses et ça a été quand même voilà une grosse perte. Puis ça m'a marqué parce que voilà, j'avais essayé de sauver la boîte, j'avais essayé de trouver les solutions et puis j'y suis pas arrivé. Donc plaie d'argent n'est pas mortel. Donc c'est un échec finalement, alors qu'il y a eu des conséquences diverses, mais pas si grave que ça. Voilà. D'accord. T'as toujours fait ça de l'investissement? Alors moi, j'ai commencé à travailler tôt. J'ai commencé à travailler à 22 ans, parce que j'étais sorti assez tôt de l'EM Lyon, et donc je voulais pas faire les schémas habituels de l'époque, banque, cabinet d'audit, tatati tatata. Moi, j'avais découvert ce métier du capital investissement, qui était naissant, hein, dans les débuts des années 90, enfin même tout début des années 90. Ça n'existait pas, enfin c'était peu et la plupart, ils recrutaient à l'époque, par contre, que des seniors. D'accord. Donc, si on n'avait pas 10 ans de banque, et des beaux mocassins, bien Aglan. voilà. Et donc moi, il y avait une société qui s'appelait Initiative Finance, qui avait eu deux bonnes expériences avec des stagiaires. Donc, ils s'étaient mis à décider de recruter des jeunes. Et donc moi, je suis rentré tout piou-piou dans ce métier-là en 90 et j'étais un des pionniers du métier du capital investissement, du LBO à l'époque, qui était très artisanal. D'accord. Et tu as exercé ce métier pendant combien de temps? J'ai exercé ce métier pendant à peu près 30 ans. Voilà. Ok. À peu près, si on simplifie, 15 ans salarié. À l'issue de ces 15 ans, avec mes collègues et amis de l'époque, on a décidé de vivre de nos propres ailes et de devenir entrepreneur. On a créé notre propre société de gestion en 2002 et on a levé un premier fonds, puis un deuxième, puis un troisième. Donc là, et donc une deuxième partie de vie en tant qu'entrepreneur de la finance. D'accord. Et la finance, tu y arrivais comment en fait? C'est une passion? Ça t'a toujours intéressé? En fait, justement, c'est pas de la finance ce métier. Enfin, on dit que c'est de la finance, mais investir dans des PME, c'est surtout, s'intéresser au métier. Donc là, c'est de la stratégie, c'est comprendre le marché, le produit, visiter des usines, sentir des usines. À l'époque où il y avait encore beaucoup d'usines en France, hein. C'est sentir les hommes. Est-ce qu'on a un bon dirigeant? Est-ce qu'il nous semble honnête? Est-ce qu'il nous semble capable de relever des défis? De porter le projet. Ouais, de porter le projet. Souvent, voilà, c'était des entreprises qui étaient déjà mûres, hein, puisqu'on était là à l'occasion d'opérations de transmission. Donc finalement, les chiffres, ils étaient une conséquence de l'analyse du business, plus que de l'ingénierie financière. Alors il y avait de l'ingénierie financière, il y avait de l'ingénierie juridique, mais c'était pas le plus important. Et moi, c'est ce que j'aimais parce que je trouvais que c'était super large. Et puis moi, j'ai adoré pendant 15 ans. Et ça, je le regrette pas. Enfin, toutes ces rencontres avec ces entrepreneurs incroyables. Enfin, c'est des gars qui, des fois, il y en a un, il parlait pas anglais, mais il faisait 80% de son chiffre d'affaires à l'international. Mais good product, il m'a dire. Mais ils osaient. Et pour revenir mon premier investissement, j'ai fait avec un senior d'ailleurs, pour rebondir. Il s'était fait virer d'un groupe à 56-57 ans. Il y avait une belle toison blanche, je me souviens. On avait repris une petite PME qui s'appelait France Décor, qui faisait des présentoirs de magasins. Parce que déjà à l'époque, hein, il aurait eu du mal, à son niveau de responsabilité, de retrouver un nouveau job. Donc il a repris une boîte.
D'accord. Oui, mais c'est intéressant puisqu'on en revient à ce que tu disais Ouais. sur la transmission, etc. Oui. Le fait de perpétrer en fait Ouais. quelque chose. D'ailleurs, tout ton cœur de métier en fait, c'est de comprendre. Tu l'as dit tout à l'heure, les hommes, aussi les entreprises. En fait, c'est de l'économie de proximité presque. C'est pas de la haute finance Non, c'est pas de la haute comme on finance. l'entend. C'est pour ça que souvent, alors, il y a des journalistes des fois qui font un raccourci de Ouais. l'ancien trader devenu humoriste. Je veux tout de suite arrêter. T'as parce jamais que été trader. J'ai Ouais. jamais été trader. Oui, c'est autre chose. C'est pas ton métier. C'est complètement complètement autre chose. Moi, Ouais. c'était un métier. Moi, je prenais ma voiture, je faisais 40 ou 50 000 km par an, aller visiter des PME, aller rencontrer dans des endroits des fois complètement improbables. Je me souviens, un matin, on était arrivé tôt, j'aimais bien arriver tôt, vous l'avez remarqué, un petit peu avant mes rendez-vous. Je vais au bar pour boire un café. Il y avait un gars qui était en train de boire un petit blanc limé, et c'est le dirigeant qu'on a croisé une demi-heure plus tard au rendez-vous. D'accord. Donc, Loin de l'image de tous les traders Et honnêtement- plein de coke qu'on imagine. ouais, alors, j'étais au blanc limé, donc il est au café le matin, et on n'a pas fait l'opération, et je crois qu'on a eu raison. Donc, voilà. Donc c'était. Oui, c'est la France périurbaine aussi. C'est C'est- pas la défense Ah, non, et compagnie. Le tissu productif, comme on dit. Ouais, Le vrai, le dur, quoi. Ouais, c'était. J'ai investi dans des secteurs improbables, enfin des boîtes. Voilà, encore hier, des accessoires de tuning pour les scooters. Enfin, c'est. Ouais. C'est Oui, très varié. En fait, ce qui est génial avec ça, c'est que ça permet de voir énormément de secteurs d'activité, de rencontrer plein de profils différents. Ouais. Du coup, ça te donne une connaissance un peu plus fine des gens aussi, peut-être. Ah oui, non, mais franchement, c'était rencontrer des tas de gens là. Et pendant les derniers, par exemple, j'ai fait un peu le lien entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. J'ai de mes anciennes participations qui fêtaient ses 30 ans. Nous, on a resté investi dans cette entreprise quand elle avait une douzaine d'années, et je suis resté copain avec les dirigeants parce que c'était des gars bien, et ils avaient apprécié mon spectacle. Ils m'ont dit: Jean-Michel, est-ce que tu peux nous faire un extrait de ton spectacle à notre soirée des 30 ans? Je leur ai dit non, parce que déjà, je pense que c'est pas le moment, le lieu, mais j'aurais fait un petit truc sur mesure. Et ça a super bien marché, donc ce lien. Mais voilà, c'est des gars, voilà, ils ont la niaque, ils prennent des risques, ils osent, voilà, et à un moment donné, et des fois ils réfléchissent pas avant d'oser, et ils ont raison. Et tu parles de cette seconde vie, et rebondissons sur ton très joli polo avec ce texte de changement de vie involontaire. On voit un Euh, petit ouais. un qui Comme fait un- penser à autre chose. Hein. Ah ouais. En effet. Comment t'es venue cette idée? Parce que quand on imagine malgré tout ce milieu, même s'il n'est pas celui des traders, on imagine un milieu quand même non seulement extrêmement stimulant, mais aussi prenant, assez rémunérateur, dans lequel on a, une fois qu'on a réussi à construire sa place, on a plutôt tout intérêt à la garder et à la développer dans le temps. D'où est venu cet élan de te dire, je vais pas simplement repartir à zéro, c'est je vais repartir dans une aventure qui n'a rien à voir et explorer vraiment d'autres aspects de ta personnalité et de ce que tu peux créer. Parce que là, c'est en effet aussi quelque chose de très créatif et artistique. Ça paraît presque deux profils différents. Ouais, c'est deux parties du cerveau. Ouais. Comment Alors, c'est venu à cohabiter ensemble? Alors déjà, je pense que si on revient loin en arrière, petit, enfant, adolescent, j'étais quand même un peu le clown de la famille. Voilà. Mon grand-père, ça le faisait rigoler quand je racontais mes blagues, et ma grand-mère, elle se cachait. Donc voilà, j'ai toujours été un raconteur d'histoires, et d'ailleurs dans le monde de la finance, j'étais connu pour être financier vraiment sympa. Voilà, alors on avait un peu à l'époque d'ailleurs chez MBO Partenaires une communication un peu décalée donc on avait cet esprit un peu franchouillard, j'allais dire, mais sympa, raconter des histoires drôles. Pas toujours très fines, plutôt un peu plus fines. Donc ça, j'ai toujours eu ça en moi. Mais bon, entre raconter des blagues en fin de soirée avec un petit coup dans le nez, et puis Se lancer sur scène. Ouais. Mais après, j'ai toujours aimé les mots. 15 ans, j'écrivais des chansons. Voilà, c'est comme ça que j'ai conquis le cœur de ma femme. Voilà, donc en écrivant des belles ballades. Voilà, le pouvoir des chansons, de faire des rimes pour faire couler le rimel. Voilà, c'était. Donc j'ai toujours aimé voilà ces sujets-là. Notre slogan chez MBO Partenaires, c'était l'entrepreneuriat capital, avec le double jeu sur le capital et la tête de l'entreprise. Donc je trouve que c'est un beau slogan parce qu'on mettait en avant les entrepreneurs plus que la finance. Et donc j'ai toujours aimé ça. Donc et après 2016, je me fais trahir par mon adjoint qui voulait ma place à tout prix, lâché par mes associés, mes amis de 30 ans, et dégagé de la boîte que j'avais cofondée et co-dirigée pendant pratiquement 15 ans. Donc c'est un petit coup sur la tête. Une véritable épreuve, tout de même. Ouais, c'est un petit coup sur la tête. Donc, alors après, moi, tout de suite, voilà, j'avais la chance, justement, tu l'as dit, c'est un métier rémunérateur.
je suis pas non plus un gros dépensier. Je n'ai qu'un jet, non, j'en ai. Donc voilà, donc j'étais pas à la rue non plus. J'avais pas des traites à payer. Voilà, donc j'étais de ce point de vue-là, ça enlève quand même un poids non négligeable. Mais ça n'empêche que la blessure, elle est là, la blessure narcissique. On m'a dit, Jean-Michel, faut pas mal le prendre. Et puis la trahison, la trahison, c'est voilà. moche, la Donc, trahison. voilà. Alors, bien sûr, le dénommé Judas dans mon spectacle va dire qu'il ne m'a pas trahi, que voilà, qu'il était voilà. Mais moi, je l'ai vécu comme ça en tout état de cause. Et là, j'ai essayé de remonter quelque chose. Et c'est dingue comment, à partir du moment où vous avez plus l'enseigne, même si vous êtes à l'origine de la... en fait, vous avez plus l'enseigne, le téléphone, vous avez 80% des gens qui... Vous n'êtes plus rien. Alors après, moi, je remercierai jamais assez les 20% qui sont devenus plus proches, qui n'ont pas coupé les ponts. Voilà, qui n'ont pas coupé les ponts, qui m'ont soutenu. Il y a 80% des gens, ils sont plus qualifiés, du coup. Peut-être c'est ce qu'on dit des leads plus qualifiés. Ils sont, voilà, donc ils ont décidé de... parce que j'allais plus leur filer de deal. Donc, et puis après, il y en a d'autres avec lesquels on s'est plutôt rapproché, ou j'étais moins proche. Et voilà, donc ça permet de faire le tri des vrais amis et des faux amis. Donc j'ai essayé de remonter quelque chose, un projet que j'avais, et ça n'a pas marché. Donc je l'ai fait un peu de façon un peu artisanale. Donc j'avais du temps, puis au bout d'un moment, à force de regarder Peaky Blinders, La Casa de Papel, puis je me suis dit, allez tiens, lance-toi ce petit défi. Mais au début, ça devait être juste pour rigoler, pour me prouver quelque chose à moi-même. C'était pour trouver un peu de dignité. Le projet que tu avais essayé de lancer, je t'interromps juste une seconde, c'est sans forcément rentrer dans le détail, ça restait dans le même secteur encore. En fait, c'est ce que tu savais faire ou c'était autre chose? Ouais, c'était ce que je savais faire. D'accord. En fait, le principe, c'était de dire tous les fonds montaient en taille voilà, c'est-à-dire que des gens qui mettaient des tickets de 1 ou 2 ou 3 millions d'euros, il y en avait plus. Tout le monde voulait monter sur des gros tickets, sur des entreprises, pas sur les startups, mais donc tout ce petit sous ce petit réseau d'entreprises familiales, mi-industrielles ou de services. Personne s'y intéresse, alors qu'il y a des pépites. Et de l'autre côté, moi, j'étais administrateur de l'Asvel Basket aux côtés de Tony Parker, avec lequel j'étais proche. Et je voyais quand même tous ces sportifs qui savaient pas très très bien gérer leur argent en mettant de l'impact, voilà. Et je leur avais dit, vous êtes des super ouvreurs de portes, voilà, ce qui nous permet de rentrer en relation avec les entreprises. Mais donc ça s'appelait Champion Capital. Et puis derrière, on se parallèle à un champion, c'est aussi un entrepreneur, et un entrepreneur, c'est un champion. Et tous les patrons que j'ai côtoyés, ils adoraient le sport. J'en ai un qui a été un gros rugbyman, un autre, voilà. Donc c'était et ça n'a pas marché parce que j'ai pas réussi à enclencher la dynamique. Peut-être que voilà, j'étais un peu trop seul parce que j'avais mon équipe, puisque j'avais été trahi, eux, ils sont restés, moi je suis parti, donc j'ai pas emmené mes équipes avec moi, donc voilà, j'ai essayé, j'ai fait une opération ou deux avec quelques sportifs, mais ce qu'on appelle un club deal, c'est-à-dire pas au travers d'un fonds, qui sont plutôt des bonnes opérations, mais voilà. Mais sans plus, t'as pas monté une nouvelle boutique? Non, j'ai essayé, parce que je continue de croire qu'il y a une place dans ce secteur-là. Il y a des super boîtes, mais qui n'intéressent pas les financiers parce qu'ils n'ont pas assez de montants à investir. Ok, d'accord. Et c'est après que tu t'es mis à regarder les séries dont tu parlais. Voilà, c'est un peu les deux. Au bout d'un moment, tu vois, le téléphone sonne de moins en moins. Toi, le temps s'espace entre les rendez-vous, et tu te dis voilà, donc tu t'emmerdes, voilà. Donc après, j'avais encore quelques engagements associatifs. J'ai notamment gardé un engagement auprès du réseau Entreprendre, parce que c'est un super réseau, qui me laisse toujours ce lien avec le monde de l'entreprise. Mais voilà, après, il y a un moment donné, puis tes copains, ils peuvent pas jouer au tennis à 10h du matin un mercredi ou un mardi, donc tu te retrouves une forme d'isolement aussi. Une forme d'isolement. Donc là, voilà, je me suis dit, tiens, donc je me suis mis à écrire des trucs, puis je suis allé voir un café-théâtre où j'allais souvent en tant que spectateur à Lyon, et je lui dis, est-ce que je n'ai jamais monté sur scène, j'avais jamais fait de théâtre. J'allais te demander. Non, jamais. Non, tu as une aisance naturelle pour parler, raconter des histoires. Comme tu l'as dit, tu es à l'aise, je pense, dans la discussion d'une manière générale, mais tu n'avais pas fait de comédie, quoi. Ouais, et même voilà, les prises de parole en public, aux assemblées générales, etc., c'est pas des trucs que j'appréciais particulièrement. Ouais. Parce que c'était un peu formel.
grosso modo, les gens ils s'emmerdent, donc t'as Oui, pas c'est pas l'impression. fun. C'est pas fun. Voilà, Il donc, n'y avait pas non plus une recherche de la scène en tant que lieu qui non, te faisait rêver. non. Alors peut-être quand j'avais 15 ans Mm. ou 18 ans, mais après ça m'a passé. Ok. Et puis là, donc je crée ça. Donc c'est vraiment un challenge. Je me dis, allez, tiens, je vais le faire. Donc ça, c'était les premières dates, c'était, je crois, je sais plus, 18 octobre 2019, donc juste avant le Covid. Et ça se passe plutôt pas mal, mais après c'était pas brillant, hein, donc je joue quelques dates avant le Covid, mais pour moi voilà, ça devait s'arrêter là. Mais comment ça marche en fait? Enfin, c'est-à-dire que tu vas voir les gens du café-théâtre, tu leur dis voilà, j'ai écrit une petite pièce, j'ai envie de la jouer, est-ce que je peux la jouer? Comment ça fonctionne Alors concrètement? là, bon, dans ce cas présent, je suis allé voir ce café-théâtre à Lyon qui s'appelle Le Nombril du Monde. C'est Mhm. là où a commencé Florence Foresti, Ok. qui est une lyonnaise aussi, donc elle a démarré là-bas, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans tous les interviews. Donc, je suis allé voir le Thierry Bouet-Lafuente, le directeur du théâtre. Je lui ai dit, bah, tiens, voilà, Thierry, je vais monter sur scène, j'aurais bien besoin qu'on m'aide un petit peu. Donc je suis allé avec mes textes. Il m'aidait un petit peu, me disant ça, non, bof, ça. Faut que tu projettes ta voix, donc on a travaillé un peu. Puis après, voilà, je me suis lancé, et puis, mais ça devait s'arrêter, début 2020. D'accord. Et puis après, je savais pas ce que j'allais faire. Mais et puis Finalement, après, tu as été mordu. et puis oui, il y a eu le Covid qui est arrivé, ben voilà, Ouais. qui a été aussi un déclencheur. Donc après, je me suis dit: «Bon, ça a quand même pas trop mal marché, j'aime quand même ça», et c'est la sortie du Covid où je me suis dit: «Bah, allez, voilà, je vais m'en faire, mon métier», et voilà. Et du coup, tu as profité de cette période pour peut-être affiner tes textes. Ouais, j'ai remodifié les textes. Ouais. Alors, donc grosso modo, faut dire que le monde du spectacle vivant, avec le Covid, pendant 2 ans, ça a été plutôt, chahuté. Ouais. Donc là, j'ai la saison Résonance saison, 25-26, c'est ma 5e vraie saison. Et pour revenir, bah, voilà, après en fait, c'est un spectacle, c'est une matière vivante, en fait, ça évolue constamment. Donc bien sûr, voilà, je l'ai réamélioré avec le Covid, enfin, pendant cette période-là. Je me suis renseigné, j'ai essayé de comprendre comment marchait cet écosystème-là, mais le spectacle, il est jamais fini. Enfin, donc, Oui. et alors après, tout le monde me dit: «Quand est-ce que tu écris le deuxième?» Moi, je dirais, tant que ce spectacle n'a pas été vu par 100 000 personnes, j'en suis à peu près à 10 000, ça sert à rien d'en écrire un deuxième. Il faut mieux proposer aux 90 000 qui l'ont pas encore vu un spectacle de meilleure qualité, de toujours C'est plus. ce qui va arriver vite, puisque tu fais Avignon bientôt. Ouais, je fais Avignon, mais bon, je ne vais pas avoir. Mon objectif, c'est 1000 personnes sur le festival. Oui, mais c'est bien, parce que mais c'est mon objectif. Et le fait d'en parler, ça peut aussi aider. Hein. C'est bien d'aller raconter ça, tu vois, ton parcours de vie. D'ailleurs, en fait, quand on y pense, le fait de devenir artiste et de monter un spectacle, c'est aussi une entreprise, en fait. Tu as remonté une entreprise. Tu as dit que c'était devenu ton métier. C'est mon métier. Voilà, il y a une double vocation de à la fois proposer une œuvre et en même temps réussir à en faire une activité qui puisse te permettre de continuer à vivre, exister, ne pas être dans cette forme d'isolement, parce que c'est aussi vraiment aller à la rencontre des autres que de proposer un spectacle comme ça. Ah oui, non, mais pour moi, d'ailleurs, je propose des fois à des entreprises un petit module de conférence qui s'appelle Entrepreneur Artiste, même chemin de traverse, et où je fais justement ce parallèle en disant, moi, mon projet, enfin, mon projet de spectacle, c'est un vrai projet entrepreneurial. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir se dire où je me positionne. Ouais. Voilà, c'est quoi parce que l'humour, c'est super vaste. Il y a l'humour aujourd'hui stand-up. Ce n'est pas du stand-up, c'est un seul en scène drôle, un seul en scène humoristique. Donc ça a d'autres conséquences. Voilà, il y a de la mise en scène, C'est pas les du mêmes jeu, formats. c'est pas les mêmes formats. Donc où je me positionne, et derrière ça a plein de conséquences, parce que voilà, c'est pas les mêmes endroits où jouer, donc c'est pas le même lieu, et le marché est beaucoup moins vaste, c'est pas la même clientèle à la fin. Donc je le prends vraiment comme un projet entrepreneurial, et où je fais aussi, alors voilà, j'ai pas de salariés parce que j'ai pas les moyens de me payer des salariés, et j'ai pas surtout le volume de travail pour Tu n'as pas voilà. besoin non plus. Oui, mais je fais travailler, dans les théâtres, il y a les régisseurs qui travaillent, mais après, voilà, quelqu'un pour la communication. Tu prends des prestataires. Je prends des prestataires, avec lesquels, voilà, et je travaille toujours avec les mêmes. Moi, je suis très fidèle avec les gens avec lesquels je travaille, parce que je trouve et là, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de transgénérationnel. Bien sûr. Donc, d'autant plus que le monde de l'humour a quand même connu ces dernières années une transformation folle, notamment depuis le Covid, avec l'explosion de la part des réseaux sociaux dans l'acquisition d'un nouveau public, avec des gens qui émergent
pour le coup, un petit peu de nulle part, où la plupart des gens ne les ont jamais vus en spectacle, mais les connaissent parce qu'ils ont été inondés de shorts, vidéos et compagnie. Ça a changé un peu la donne, parce que... Mais pas qu'un peu. Voilà, il n'y a jamais eu autant de personnes qui se lançaient dans l'humour. Tu parlais aussi de cet aspect économique, ça veut dire que ça impacte le marché, l'importance donc de trouver sa niche. Et je trouve ça aussi très intéressant, les chiffres que tu mentionnais, qu'il y ait 10 000 personnes qui l'aient vu, qu'il y ait 1000 personnes qui vont le voir à Avignon, ton spectacle. J'espère. On espère aussi pour toi. Mais c'est aussi, je trouve, très bien, parce que ça nous sort de ces chiffres parfois complètement déconnectés du réel que les plus grands influenceurs peuvent avoir et annoncer, et où on en vient à se dire que quelque chose qui fait moins d'1 million de vues, c'est un échec, alors qu'en fait, déjà, c'est une ultra minorité qui le réalise, et au-delà de ça, 10 000 personnes qui ont vu un spectacle, quand on y prend 2 secondes, c'est un accomplissement déjà qui est quand même marquant. Enfin, oui, après en 200 représentations, donc ça fait une moyenne de 50. Hein, donc, mais ça veut dire que le spectacle, il a quand même attiré du monde à 200 reprises. Enfin, oui, de 50. Est-ce que c'est des salles de 1000 places ou est-ce que c'est des salles de 50 places? Après, j'ai joué devant 10 à 500 personnes, donc c'est très vaste. Mais le sujet des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un sujet crucial dans le monde de l'humour et que moi, en tant que senior, j'ai du mal à aborder. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, moi, je dis pas de followers, pas de spectateurs, pas de programmateurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans un article du Monde, il y a eu un directeur du théâtre qui disait, moi, à moins de 100 000 abonnés, je n'ouvre même pas le mail. Donc voilà, c'est là. Après, je peux le comprendre, hein, mais il faut pas qu'il dise qu'il fait de l'artistique. Non, mais il fait du commerce. Et il n'y a pas de honte à faire du commerce. Je fais du commerce, donc moi j'ai un modèle économique où je dois remplir mes salles. Plus la salle est remplie, plus je gagne. Donc si je prends un exemple, un bonbon sucré mauvais qui va te donner du diabète, etc., mais qui va se vendre, ou une boisson, un soda, voilà, super sucré, mais qui va se vendre avec une grosse rotation, alors que le petit sirop artisanal machin du coin, il va pas tourner, on peut pas lui reprocher, mais qu'ils disent pas qu'il fait de l'artistique. Donc, surtout que c'est pas toujours un bon calcul en plus, hein, parce que c'est pas forcément ceux qui ont le plus de followers qui vont ramener le plus de spectateurs. Si. Toujours, systématiquement. Je pense qu'il y a ça marche vraiment. Je vais vous donner un exemple. Mogiz. Vous voyez qui c'est? Non, pas du tout. Alors, vous voyez pas ça qui commence c'est, mal. Et pourtant, il a sur Instagram plus d'1 million de followers. Voilà, on n'est pas dans sa niche. Et il a grosso modo, il doit avoir sur tous les réseaux 2 ou 3 millions de followers. Ouais. C'est des petites vidéos avec des petites perruques, c'est gentil, c'est rigolo. Mais au bout d'un moment, moi je m'en lasse, mais bon, mais je suis pas dans la cible certainement. Mais c'est pas voilà. Et des producteurs sont allés le voir en lui disant, on va t'écrire un spectacle. C'était pas son projet lui de monter sur scène. D'accord. Il faisait ses petites collabs, il faisait sa vie. On va t'écrire un spectacle et puis tu vas monter sur scène. Ils font, je crois, ce théâtre de la Porte Saint-Martin, du rodage. Le gars n'était jamais monté sur scène. 200 personnes. Un rodage devant 200 personnes, c'est pas des. Voilà. C'est pas dégueu. Et c'était sold out en 24 heures. Donc on ne savait pas ce qu'il allait jouer. Parce que là, on est dans des très très gros publics. Est-ce que le public intermédiaire, c'est aussi vrai? Parce que si par exemple, tu as un public qui est très comment dire, rural et qu'on te fait jouer dans un centre-ville, est-ce que les mecs vont forcément venir? Je sais pas si le calcul est systématiquement gagnant, c'est ça ma question en fait. C'est gagnant sur les très gros, mais sur les intermédiaires, le fait de par exemple se fermer, te dire oui, si t'as pas 10 000 followers ou 15 000 followers, je te prends pas, alors qu'en réalité, c'est pas prévisible de savoir si tu vas fonctionner ou pas à terme. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour eux, quand même, c'est. Ouais, ils pensent que comme ça en fait. Tous. Il faut qu'ils aient une maîtrise, quoi. Dès lors que. Quand il n'y avait pas Instagram, ils faisaient comment alors? Quand ils avaient C'était quoi leur mesure? Déjà, il y avait moins de monde. Ouais. Il y avait beaucoup moins de monde. Là, avec les comédie clubs. Après, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours un peu le même type d'humour, etc. Mais bon. Donc ils avaient un peu plus de local. Mais déjà, il y avait moins de monde. Donc, mais là, c'est leur critère de choix. Après, je peux le comprendre. Hein. Ouais. Donc après, il y en a d'autres qui n'ont pas ce critère de choix-là, qui sont les centres culturels ou certains festivals, qui eux, entre guillemets, ont un public un peu plus âgé et qui fait confiance au programmateur. Donc c'est-à-dire, ils se disent, voilà, s'il m'a choisi ça dans ma programmation, c'est que ça doit être bien.
Et donc, je vais aller le voir et je lui fais confiance parce qu'en plus, j'ai pris un abonnement. Et donc, j'ai 3, 4, 5, 6, 7 Les spectacles. centres culturels, ils sont financés avec de l'argent public. Ils sont financés avec de l'argent C'est public. peut-être ça qui fait toute la Comme différence. beaucoup de théâtres municipaux Oui, aussi. Oui, mais c'est- il y a aussi des salles privées qui ne le sont pas et Ouais. qui, du coup, peut-être sont beaucoup plus exigeants par rapport à la nécessité de remplir rapidement. Les théâtres privés. Eux, ils touchent tous des subventions. Alors, ils touchent des subventions, mais surtout, voilà, ils ont quand même Ouais. cette nécessité de remplir. Ouais, bien Une sûr, bien sûr, nécessité économique c'est de remplir. logique. C'est logique. La politique culturelle d'une ville, voilà, elle est un peu plus ouverte. Mm. Alors après, maintenant, souvent ils disent on veut rajeunir notre clientèle, donc ils vont aussi chercher sur la partie humour, Oui. des humoristes ou avec followers. Ok. Et pour venir à Moguise, voilà, après, je suis allé voir son spectacle, c'est 1 heure douche comprise, enfin musique d'entrée, musique de sortie. Je peux pas, voilà, moi j'ai pas accroché. J'ai pas accroché parce que mais voilà, s'il y a du public qui accroche, mais vous savez, il y a l'effet de halo. Ah, Ah oui. on le voit sur les réseaux. Bien sûr. Tout de suite, il arrive, il a rien dit c'est pas pour parler de lui parce que lui c'est un parmi d'autres et le garçon est plutôt sympathique et je trouvais voilà sa démarche agréable. Enfin, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Et donc ça, c'est un vrai sujet parce que bien sûr, j'ai essayé de faire des vidéos. Oui. Alors c'est un, Ah, c'est un c'est un métier. métier à part Ouais. entière. Hein. Et surtout que voilà, les places sont prises. Hein, Alors, ça, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a toujours moyen de. Je pense qu'un marché, ça se disrupte, et puis en plus, enfin, je pense que tu es bien placé pour le savoir, et puis en plus, il y a toujours moyen. Après, encore une fois, c'est des questions de niche et de canaux, parce que tu vois, tu nous parles de quelqu'un, Moguise, qu'on ne connaît pas ni l'un ni l'autre, Ouais. alors qu'il a 1 million de followers. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais été dans son rayon d'influence. On me l'a même jamais proposé. Oui, mais ce qui prouve bien aussi sur le fonctionnement des algorithmes, avec tous les silos qu'ils établissent, et le fait qu'il est aujourd'hui, sur beaucoup de réseaux sociaux, difficile de faire de la découverte. La découverte, elle est de plus en plus dure. Voilà, parce qu'on est que dans des schémas C'est vrai. de revalidation, de réaffirmation, ou alors à l'opposé, dans la présentation de contenu dont on sait qu'on va réagir de façon tellement épidermique. Mais ça reste possible quand tu proposes quelque chose. En fait, le truc, c'est Ouais. que quand on propose quelque chose d'un peu innovant ou qui a une chance de fonctionner, ça peut marcher. Rien n'est mort, Ouais. puisqu'on le sait, on a déjà Ouais. lancé des projets qui fonctionnent. Mais justement, j'ai une petite question qui a tout à voir avec ça. Est-ce que dans les comiques actuels ou dans ceux qu'on connaît, il y en a que t'aimes bien? Ah, moi, j'adore Haroun. Ok. J'adore Haroun. D'accord. Je trouve que je suis allé le voir encore récemment, alors que j'aime pas du tout le stand-up. Enfin, Mhm. le truc, voilà. Lui, je trouve que c'est un propos intelligent, qui est à la fois engagé mais pas militant. La différence pour moi, c'est que voilà, il parle de sujets qui nous concernent, mais il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite. Voilà, il tape un peu sur tout le monde et il nous met face à nos propres contradictions. J'adore Haroun, qui a aussi d'ailleurs pas mal de followers, mais qui est très bon sur scène. Voilà, Mhm. voilà, son spectacle, c'est 1 heure 3 quarts et on s'ennuie pas vraiment. Pour moi, voilà, si je regarde le pendant féminin, j'adore Laura Lone. Ouais. Alors, c'est pas stand-up au sens pur du truc, mais voilà, parce qu'elle a apporté une vraie nouveauté. Et même Blanche Gardin, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient avec son personnage, etc. Ça changeait de. Qui est les plus militantes pour le coup? Ouais, qui elle est plus militante, mais son Ouais, mais c'est spectacle très était recherché comme mais approche. son spectacle, il n'était pas tant militant que ça. Le militant, c'est si t'es pas d'accord avec moi, sous couvert d'humour. Non. Par contre, parler de choses, moi, dans mon spectacle, je parle de l'écologie. À la fois, je tape sur les écolos urbains, néo-héros, voilà, qui vont être face à leurs contradictions. Voilà. Oui. Et sur les milliardaires, voilà, avec des yachts qui ont des réservoirs de 500 000 litres. Donc, parce que 95% des gens, ils sont entre les deux. Donc, Oui, mais c'est drôle d'en parler comme ça. Mais pas de dire, c'est trop facile de dire, ah bah le capitalisme à la fête de l'humain. Oui, T'es sûr que oui, t'auras des bien sûr. applaudissements. Non, mais, ou vous pouvez le prendre ailleurs. Enfin, Oui, bien sûr. Et voilà. Donc, voilà, Haroun. Et qu'est-ce que tu as appris le fait de fréquenter ce monde du spectacle et de l'humour ces dernières années auquel tu n'avais pas été confronté auparavant, et quel message du coup tu aimerais transmettre à ton toi de 20 ans si tu avais l'occasion de le regarder en face là en lui disant bah tu vois avec tout ce que j'ai vécu là, voilà ce que j'en retiens. Bah, alors, mon moins de 20 ans, mon moins de 20 ans, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc, Ouais. mais c'est qu'aujourd'hui, avant, on avait une règle qui disait, on peut devenir un humoriste, mais 10 ans à devenir connu du jour au lendemain. C'est plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On peut émerger très très rapidement. Donc ça,
émerger ou ne pas émerger. Voilà, donc rappelle-moi la question, parce que j'ai répondu à la question. Après, ce que tu as retenu du fait d'avoir fréquenté ce monde du Voilà. spectacle et de Et l'humour. après, faut être clair, on imagine le monde du spectacle, machin, tout le monde est gentil, etc. Mais c'est du business. Bien sûr. Les gars, C'est des les boîtes gens de prod. oui, puis après les gens qui ont leur place, etc. Ils disent qu'il faut partager, mais ils partageront pas leur tournée, hein. Ouais, Donc, bien sûr. ouais. Et Non, c'est je sûr. me souviens d'un gars à qui j'avais rendu pas mal de services, etc., qui avait plein de followers. Et un jour, je lance une vidéo, je dis tiens, tu pourrais me donner un coup de pouce. Est-ce que j'ai reçu? Ah, il m'a répondu, il m'a donné un coup de pouce. Il m'a répondu en faisant ça. Donc, voilà. Oui, je dirais, on peut dire que les financiers, c'est tous des pourris. Non, mais ils ont peur de partager un petit bout de leur notoriété. Ben oui. Donc, moi, ça, j'étais un peu. J'ai eu la chance de connaître quelques gens un peu connus. Bon, il n'y en a pas 50 000 qui tendent la main. Alors, peut-être qu'ils vont l'attendre à un jeune de 20 ans. Tu penses que ça peut jouer, ça? Ouais, je pense. Je pense aussi parce qu'il peut y avoir ce côté qui est très bien perçu dans la population du mentorat, on va dire, de regardez, il aide cette jeune personne, que ce soit un homme ou une femme, à se lancer et on trouve quelque chose de beau. Là où, pour peu que les deux aient à peu près le même âge, c'est regardez, c'est le copinage encore. Enfin, ça peut être perçu très Ou alors, différent. j'ai pas envie d'aider un concurrent alors que je peux vouloir aider un successeur. Voilà. Ouais, mais même c'est pas perçu pareil par les gens en plus. Mais je pense que ça peut être vrai. Alors après, il y a des gens pourtant avec lesquels on a des écarts de notoriété incroyables. Mais j'ai eu, je trouve voilà qu'il n'y a pas tant de vraie solidarité que ça. Et alors moi, comme je suis un peu à part, par mon parcours, par mon histoire, voilà. Donc je fais pas beaucoup d'efforts peut-être non plus pour m'intégrer dans cette grande famille. Non, en même temps, parce que tu restes toi-même. Si c'est pas ton toi profond, ta mentalité, ton idiosyncrasie de rentrer dans ce jeu-là, tu vas pas le faire. Non, je vais pas le faire. J'ai pas envie de. Tu vas pas te forcer. Je vais pas me forcer. Puis plus à ton âge. Non, plus à mon âge. Je vais pas me forcer. Plus à un certain âge. Non, on se force plus. Non, je veux rester. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire par exemple la première partie de Chantal là-dessous. C'était assez drôle. Alors, j'étais pas encore. C'était un peu tout au début. Très sympa d'ailleurs. Très sympa, Chantal là-dessous. Vas-y. Ouais, ça va te porter chance. Ouais. Donc, c'était très sympa. Mais j'ai essayé d'autres. Pourtant, par des personnes connues, qui avaient des amis communs. Franchement, jamais eu de réponse. Ah ouais. Ah, c'est dur quand même. Bah après, je pense qu'aujourd'hui, mais j'en parlais avec un copain tout à l'heure, en fait, moi, je me mets à la place du cadre senior qui a eu une belle carrière, qui s'est retrouvé pour une raison ou pour une autre sur le côté et qui envoie des CV et qui n'a pas de réponse, ou alors la lettre type. Enfin, ça doit être dur. Enfin, c'est tout le problème en fait de beaucoup. On a invité Jean-Jacques Richard, donc il nous a raconté ça, c'est l'objet de son livre. Mais j'ai eu au téléphone récemment d'autres personnes qui nous suivent et qui ont souhaité qu'on discute et qui m'ont raconté des histoires où c'est pas 30 CV, c'est 150. Ouais, mais moi je me souviens d'un coup là, quand je vais à la poste, c'était envoyer des trucs. À l'époque, on envoyait encore des courriers et je vois un gars qui avait toute une liste comme ça, d'enveloppes, qui mettait ses petits timbres, etc. J'ai compris qu'il devait aller. C'était à l'époque où on les envoyait encore. Mais enfin, c'est pas bien de ne pas répondre à des jeunes qui cherchent un job. Et c'est encore moins bien de ne pas répondre à un senior parce que quelque part, il a quand même tout son truc derrière, son bagage. Enfin, c'est pas bien. Enfin, il faut répondre, expliquer pourquoi. Bah, lui dire qu'il a trop d'expérience. Comme on dit aux jeunes, t'en as pas assez. On dit aux vieux, t'en as trop. Donc, t'es bon juste entre 30 et 35 ans. C'est ce que beaucoup disent, d'ailleurs, que c'est en gros la tranche 30-45 qui est à peu près préservée. Et puis que pour le reste, avant, c'est compliqué. Après, c'est compliqué. Donc... D'ailleurs, en plus avec ce double mouvement là où il y a ce truc structurel et puis en plus maintenant avec l'intelligence artificielle où il y a plein de boîtes notamment dans le conseil et aussi dans la finance, je connais plein de gens dans ce milieu là où ils disent bah non en fait on va arrêter de recruter des juniors, on va équiper les seniors en IA, les seniors dans les cabinets de conseil étant les 30-45 entendons-nous bien surtout mais et où en fait ça pose nécessairement aussi un futur défi générationnel parce que là il y a toute une génération de jeunes qui est sacrifiée qui va pas pouvoir monter en compétences. Il y a toute une génération de 30-45 où ils vont être blindés de dossiers, mais ça reste des schémas où on est en pyramide, tout le monde ne peut pas arriver en haut. Il va y avoir quand même à un moment donné un goulot d'étranglement et un vrai bordel, quoi. Ah mais moi moi j'ai des copains qui sont un peu en transition, tout ça. Je n'aimerais pas être à leur place. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune de 20 ans aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut être super curieux. Et puis qui soit super curieux et qui garde quand même. Je pense qu'à un moment donné, voilà, tu sors d'une école, tu as pris un emprunt ou pas, mais bon, faut te lancer dans la vie, il faut te mettre un peu de pécule de côté, mais de pas faire une croix sur ses rêves d'enfant. Mmh. À un moment donné, se dire voilà, je les garde un petit peu. Je sais pas, je l'imagine quelqu'un qui aime la musique. Va se dire, bah voilà, je rêvais d'être musicien, d'avoir et puis alors, s'il a le talent, mais toujours continuer un petit peu en se disant peut-être qu'un jour, voilà, il y aura des opportunités. Donc et puis voilà, d'être curieux de lire, mais des vrais livres. Mmh. Parce que, enfin, quand je dis des vrais livres, papier, Oui, parce que le c'est pas support la papier, même c'est support important. papier, de lire des gens qui ont des. Moi, j'aime bien, moi, m'abonner à des choses et de lire des ouvrages de gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi. Mmh. Tellement important. Parce qu'autrement, avec Sinon, c'est le silo, on en parlait. ces réseaux sociaux, mais je le vois et j'ai un temps d'écran à cause de mon métier qui est trop important. Et ça. Mais tu tournes en boucle. Mmh. Tu tournes en boucle sur toujours les mêmes choses, donc qui t'auto confirme que tu as raison. Bien sûr. Et, et aujourd'hui, on est dans voilà, on est dans on n'est pas dans la nuance, donc Mmh. voilà, d'essayer de faire sa propre opinion avec voilà, en lisant des choses, en prenant du temps, donc c'est compliqué, hein. Oui, bien sûr. Mais le temps, c'est important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu créer ce format. C'est pour avoir le temps Ouais. justement Non, mais c'est de bien. discuter et puis de creuser un petit peu les sujets. Toi, typiquement, tu as beaucoup de choses à dire, tu vois, ça mérite d'avoir le temps de développer. Je comprends que certains fassent des raccourcis, on te qualifie de trader par exemple parce qu'on comprend pas ce que Oui, tu oui, faisais oui. avant. Tu vois, Ouais. t'es un bon exemple en fait de ça, de la nécessité de comprendre. D'ailleurs, une question que je me pose, c'est le titre de ton spectacle, c'est Changement de vie involontaire. Ouais. Est-ce que c'est vraiment totalement involontaire ou... C'est pour ça que le petit 1, il est Ouais, traviole. Parce qu'en fait, tout est volontaire et involontaire. C'est Il y a ça. une part d'inconscient. Parce que, quelque part, si j'avais voulu, à un moment donné, je pense que j'ai perdu plusieurs millions d'euros Ouais, à, à, à vouloir rester qui j'étais. C'est-à-dire ouais. que si j'avais voulu, à l'époque où ça a mal tourné, 2015-2016, dire ouais, vous avez raison, putain, faut faire des gros deals, etc. C'est ça notre stratégie. Puis après, ouais, on peut un peu se cacher derrière ces trucs, faire les machins. J'aurais tenu 2, 3, 4, 5 années de plus. Hmm. Donc En là, encaissant encore plus. en encaissant. Donc, ouais, et dans nos métiers, c'est pas des dizaines de milliers d'euros. Oui, oui. Quand ça marche, c'est des ça centaines de marche. milliers, voire des millions d'euros. D'accord. Donc voilà, je suis l'humoriste qui a perdu le plus d'argent finalement. Non, mais donc, mais voilà, j'ai pas voulu la compromission par rapport à ce que moi je pensais et ce que je continue de penser. Du coup, tu es du plutôt fier de marché. ton changement de vie. Ah, mais j'en suis fier, ouais, j'en Ouais, suis ouais. fier. Ouais. Je regrette pas. Puis moi, je suis un peu j'aime pas tous les trucs qui servent à rien. Donc, enfin, si je peux me permettre, enculer les mouches, ça me gonfle. Hmm. Donc, les réunions à 50 000 pour décider qu'il faut mettre la case là, machin truc, ça m'aurait vite gonflé. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de plus en plus de compliance. Voilà, pour faire un virement, il faut une analyse de sang. Enfin, c'est dingue. Hmm. Donc, je pense que ça m'aurait insupporté. La culture du milieu avait aussi changé et tu n'étais plus en phase avec ce qui se j'étais plus en passait. phase avec ce qui se passait. Donc, et donc le involontaire, voilà, oui, ça arrivait brutalement, mais quelque part, j'ai rien fait Oui. pour me. Au contraire, tu t'es même engouffré dans Ouais, ce... je pense que ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est, pour reprendre l'approche de ce podcast et de notre association, c'est que pour ne pas être périmé dans ce milieu où tu sentais que tu n'étais plus en phase, la solution n'a pas été de te transformer et te forcer à t'adapter à ces nouvelles normes, ça a été au contraire d'être beaucoup plus en accord avec toi-même, de revenir aux bases et aux fondamentaux pour trouver une autre manière de t'exprimer et d'exister. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, le plus intéressant, c'est que finalement, le devenir professionnel, aussi important soit-il, c'est pas ce qui définit si on est actif ou pas dans l'absolu. Ça, je suis complètement d'accord. Ouais, dans mon spectacle, à un moment où je donnais, je demande aux gens de deviner mon âge avec 2-3 indices. Et puis après, voilà, j'en rigole et je dis oui, 15 ans dans la tête,
58 ans donc ça, je suis obligé de réactualiser chaque année d'ailleurs. 58 ans sur ma carte d'identité, profession jeune humoriste. Mais en fait, oui, on dit voilà, là, je sais pas. Alors bien sûr, on se fatigue plus vite. Enfin, faut pas rêver. Il y a des réalités. Il y a des réalités. Bon, et j'en rigole d'ailleurs. Voilà, dans le spectacle. Mais l'état d'esprit est fondamental. Je pense, c'est très prétentieux ce que je vais dire, que j'ai un des spectacles les plus modernes de l'humour actuel. Ok. Avec notamment, j'utilise par exemple beaucoup j'utilise un vidéoprojecteur. Alors moi j'ai connu les vidéoprojecteurs avec les trucs en plastique, qui projettent des animations derrière. Et ça, aujourd'hui, il y a très très peu d'humoristes qui le font, puisque la plupart c'est que du stand-up, etc. Et ces illustrations, je les ai notamment fait avec une jeune fille, une illustratrice, qui a l'âge de mes enfants, une petite vingtaine d'années, qui a réussi à trouver dans ma tête et à mettre. Donc c'est pas de l'intelligence artificielle, là, c'est vraiment. C'est du vrai travail humain. C'est magnifique. C'est magnifique, tous les gens. Et ça, c'était une idée qu'à un moment donné j'ai eue. Je me suis dit, tiens, il faut que je redonne du peps à cette partie-là, etc. Et donc c'est très moderne parce que ça vient enrichir le spectacle. Et ça, pourtant, le moyen il existe. Il est sur tout le monde, ça coûte pas très très cher. Enfin, alors après, il faut trouver la bonne personne. Et là, j'adore travailler avec les jeunes parce que puis on s'entend bien. Puis voilà, il faut arrêter d'opposer les gens. Et moi, j'avais des idées et elle a réussi à les mettre en forme. Et je pense que je lui ai appris à avoir des idées. Peut-être que demain, elle va les proposer dans un autre format, ce qu'elle a appris avec moi en termes de créativité. Parce qu'elle était elle était dans une créativité d'exécution, mais elle n'était pas dans une créativité de l'idée. Bah, c'est génial, on fait de la transmission. Bah, tu l'as aidé, voilà ce que j'ai dit, c'est de la transmission. Et elle m'a aidé, elle m'a fait un truc, franchement, je trouve ça magnifique. Et la complémentarité, on était complémentaires. Et on s'entendait bien. Tu vois, sans être réactif, je travaille avec 2 jeunes pour pour mon teaser, pour mes vidéos. J'étais leur premier client, ils sortaient d'école, un petit Léa et Cyprien. Donc j'étais leur premier client, je suis fidèle avec eux. Je suis chiant, parce que par exemple sur les captations, je leur dis je veux vraiment plus qu'on entende le public, mais sans rajouter de rire. Mais il était là, les rires, je les ai entendus. Donc bon, il m'écoute. Et j'ai pas pris une boîte de prod où j'aurais été anonyme parmi d'autres. Oui. Mais j'en suis fidèle tout le temps. Je leur dis vous me ferez ma captation de mon Olympia. Mais non, mais c'est vachement intéressant. Ça veut dire que tu te projettes. Ouais, à la fois dans ton parcours et dans ta relation avec eux. Dans mes relations. Et parce qu'ils étaient contents. Puis, il faut être positif parce que tu crées la réalité positive aussi quand à force de dire que vous ferez l'Olympia, peut-être que tu le feras. J'espère. Peut-être que l'Olympia va nous écouter et va se dire tiens, il faut aller. C'est pas parce qu'on a 50, 60 ballets qu'on n'a pas d'idée, justement. Enfin, je trouve que ça. Et un coup, un autre humoriste, il m'a dit, j'avais fait sa première partie, il m'a dit, c'est la première fois que j'entends quelqu'un de vivant avoir ce type d'humour. Alors, je sais pas si je devais le prendre bien ou mal, mais en fait, je le prenais bien parce que voilà, il faisait après référence à des De Vos et autres qui travaillent sur les mots. Donc, il disait, c'est chouette de retrouver encore ça aujourd'hui. Mais oui, on a des idées. Enfin, moi, j'ai des idées, j'en ai à la peine. Plus que jamais. J'ai une idée de la réponse, mais c'est ça que tu veux faire quand tu seras grand, c'est l'Olympia. C'est avoir encore d'autres idées. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? T'as 15 ans dans ta tête. J'ai 15 ans dans ma tête. J'ai 15 ans dans ma tête. Quand j'avais 15 ans, je rêvais d'être sur scène et de faire des chansons. Et du coup, maintenant, là, tu rêves encore d'être sur scène le plus longtemps possible, sur des plus grandes scènes? Ouais, aujourd'hui, mon objectif, c'est quand même de monter. Parce que ce qui est injuste dans ce métier, c'est que plus il y a de monde, plus on est connu, plus c'est facile. Donc, je l'ai expérimenté. Voilà, c'est. Embarquer une salle de 10 personnes ou de 20 personnes ou 30 personnes, c'est beaucoup plus difficile que d'embarquer une salle de 300 personnes. Alors, sauf si on est nul, mais à partir du moment où on fait le truc, et donc voilà, une salle plus importante, des moyens plus importants, on a des régies, des moyens. Et c'est génial. Enfin, moi, mon spectacle à terme, je l'ai dans la tête sur une très grande scène. J'ai déjà fait quelques belles scènes avec des beaux plateaux, avec des beaux équipements. C'est génial, c'est incroyable. Tu nous disais tout à l'heure, c'est 500 personnes le maximum. 500 personnes, ouais, le maximum. D'accord. Et là, cette année, j'ai fait notamment 2 belles scènes. Une au Festival d'humour de Vienne. En fait, il m'avait découvert au Festival d'Avignon 2024. Il m'avait programmé donc en avril 2025 au festival. Donc, et entre-temps, j'avais travaillé avec une dame qui s'appelle Laurence Harpy, donc qui est ma metteur en scène, qui m'a fait travailler sur le jeu.
Et ça m'avait fait faire un bon qualitatif en termes on va dire, si on résume, tout le monde a toujours dit que mon texte était bon, mais que le jeu, c'était pas mon point fort. Voilà, c'est normal, voilà, on apprend, hein, bien sûr. et à un moment donné, Laurence, elle m'a dit: «Jean-Michel, je vais te faire travailler, et j'ai fait travailler, j'ai refait les silences, les trucs, les déplacements, la posture du corps, et tac, il voit l'équipe qui m'avait sélectionné, me voit 9 mois plus tard, il me dit: «Ah putain, quel progrès!» Et à l'unanimité, j'ai le prix du jury du festival qui me donne l'opportunité de revenir une année, l'année d'après au festival. Et l'année d'après, donc je reviens, et c'était l'élu à la culture donc le Festival d'humour de Vienne. C'est un festival, plus vieux festival d'humour en France. Il y a eu les Deux Vaux, ceux qui sont passés, enfin, il y a longtemps, hein. Et qui rayonne à partir de Vienne, tout autour, organisé par la MJC de Vienne. C'est une super équipe, c'est incroyable. Ils créent à partir d'une salle des fêtes, ils créent un vrai petit théâtre très qualitatif avec une équipe de régie super forte. Et l'adjointe à la culture, elle voulait que elle m'adorait, elle voulait que je vienne dans sa ville, et donc elle a vraiment joué le jeu pour aller ramener que la salle soit la plus remplie possible. Donc j'arrive, entre guillemets, je sais pas si c'était facile, mais j'étais bien vendu avant. Ouais. J'étais bien vendu, j'étais Terrain un peu plus 250 conquis déjà. personnes. J'étais en forme, je savais que les régisseurs étaient au top, donc je suis arrivé tranquille, peinard sur scène. Ça a été incroyable. C'était une belle expérience. 250, et c'était, voilà. Donc c'est là où je me dis, voilà, quand il y a du monde, ça marche, voilà. Et les gens, ils me sortaient à la sortie, ils me disaient, voilà, ça fait du bien d'avoir un humour qui change. Donc c'était chouette. Ça te stresse, Avignon? Ouais, ça me stresse. Ouais, ça me stresse. C'est stressant, Avignon, il paraît. En fait, ce qui me stresse, c'est intense, hein. J'ai des copains qui l'ont fait. C'est intense, et donc je l'ai fait en 2023, je l'ai fait en 2024. J'avais à peu près, mais au prix quand même d'une débauche d'énergie, fait, je crois 600 personnes chaque, voilà. Ce qui n'était pas si mal par rapport au niveau de spectacle. J'ai laissé passer l'an dernier parce que ma grande fille a eu un bébé, donc j'ai voulu profiter de ma petite fille. Et puis je m'étais dit non, je ne retournerai pas à Avignon tant que je ne suis pas capable de remplir naturellement les salles. Puis je suis allé en spectateur, je me suis dit allez, j'y retourne quand même en 2026. Et ma peur, enfin vraiment, c'est de me dire le spectacle, il n'a plus rien à voir par rapport à 2024, et c'est de faire moins bien en remplissage que 2024. Et de me dire, mais tu as joué Vienne, tu as eu des moments incroyables, des moments de vraiment de très très belles soirées, et là tu vas jouer devant une connerie, 6 personnes, ça peut arriver, hein, mais jamais arrivé, 6, et là, ça me stresse. J'entends. Et donc... Tu vas faire combien de représentations pendant 19, ouais. En combien de temps? En 23 jours. En 23 jours, c'est un rythme extrêmement soutenu. 6 jours sur 7, c'est très fatigant. jour de relâche, ouais. Après, si ta salle est remplie, que tu as joué, franchement, ça va. Oui, c'est moins crevant, bizarrement. Voilà, ce qui est crevant, c'est voilà, c'est les silences, c'est de tracter, c'est ce que j'allais dire. Tu dois quand même. Alors je l'ai fait, hein. C'est pas que le spectacle, le travail, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais voilà, après donc t'en as certains, la salle est remplie, donc ils ont que le spectacle parce qu'ils ont les réseaux sociaux, le truc, le machin. Moi, voilà, même si je tracte, je prends une petite équipe pour m'aider à tracter, mais bon, si je le fais pas, bien sûr. Donc c'est ça mon stress. Voilà, ça c'est honnêtement parce qu'autant il y a 3 ans, il y a 2 ans, je peux me dire voilà, je suis en apprentissage, etc. Là, t'as investi trop d'efforts, t'es plus dans cette phase. Là, je suis plus dans cette phase. Ça y est, tu t'es lancé. Là, c'est oui, je sais ce que ça donne quand il y a du monde. Oui. Et alors après, on veut dire bon, il peut y avoir des programmateurs qui viennent, mais les programmateurs qui viennent. Donc, je me souviens, il y a 2 ans, il y avait le festival de Montbéliard qui est venu. Ils sont venus. Une des meilleures séances il y a 2 ans. La salle était pleine, ça avait cartonné. Ils m'ont programmé dans la foulée. S'il y avait eu 10 personnes dans la salle, je suis pas sûr qu'ils m'auraient programmé. Ouais. Parce qu'ils auraient peut-être pu, on peut dire, oui, mais on arrive à se projeter sur la qualité du spectacle. Oui, parce qu'ils jaugent quand même la réaction du public et la capacité d'attraction, bien sûr. Ils sont humains, c'est normal, je ne peux pas leur en vouloir. Donc voilà, moi, honnêtement, là, ça me stresse, oui. Ok. Et après, voilà, j'avais le choix de ne pas le faire. Donc, en effet. Mais... Parce que ton année, elle est quand même rythmée par des
des périodes comme ça, des hautes saisons d'intensité, de représentation, ou c'est plus étalé? Comment ça se En fait, aujourd'hui, moi, ça je suis pas à un s'organise? niveau, je suis pas à un niveau suffisant de notoriété pour avoir une tournée régulière. Voilà, donc c'est très variable. OK. Et après, moi, j'ai un modèle non économique aussi, où je joue, et ça, c'est mes belles dates aussi, régulièrement au profit d'associations. Donc, par exemple, j'ai joué au mois de février dernier au profit de l'ARSLA, la lutte sur la recherche de la maladie de Charcot. Donc là, je joue gratuitement, et avec les Rotary, les Lions Club ou des clubs d'entrepreneurs, et ils remplissent la salle, et toute la recette va à la cause. Donc avec l'ARSLA, on avait, je crois, récupéré plus de 5 000 ou 6 000 euros, il y avait plus de 200 personnes, et c'était une belle soirée aussi. Donc voilà, donc ça c'est quand même des gros événements. Et après, avant j'avais une programmation régulière à Lyon, mais j'ai plus envie de l'avoir, parce que en fait j'ai décidé de jouer moins mais jouer mieux. D'accord. C'est-à-dire d'aller faire plutôt voilà, si je joue que 20 fois, eh ben je joue que 20 fois. Mais c'est 20 belles dates. Et le but n'est pas non plus d'être résident d'un théâtre. Ouais. Non, de- après, Tu veux pas bâcler tes représentations, quoi. je veux pas bâcler mes représentations. Alors c'est pas les bâcler non plus, mais par exemple avoir une représentation hebdomadaire à Paris, il faut les remplir. Hein. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Et là encore, si on n'est pas connu, là, j'ai joué plusieurs exceptionnels au contre-escarpe, j'ai fait des scores honorables, je les remplis à peu près à moitié à chaque fois, donc c'est pas si mal, hein, mais j'aurais pas pu le faire, toutes les semaines. Ou alors il aurait fallu qu'il y ait une sorte d'emballement, que j'ai 3 téléramas. Qu'est-ce qui, mis à part l'horizon d'Avignon qui s'annonce très rapidement, qu'est-ce qui t'obsède en ce moment? C'est quoi les sujets qui stimulent le plus ton esprit? Que ça soit pour l'aspect créatif ou cette curiosité que tu mentionnais, cette envie de continuer à s'ouvrir à de nouvelles choses? Alors, moi, l'obsession, ça reste quand même de remplir mes salles. Mmh. Ça, c'est parce que je sais quand ça marche, quand c'est rempli, et voilà, je sais la difficulté, voilà, que quand c'est moins rempli. Donc, c'est et après, sur la partie, créativité, voilà, j'ai toujours des tas d'idées. Donc chaque fois, voilà, j'ai plein de petits endroits où je marque mes petites notes, avec des punchlines à changer. Donc le spectacle, pour le faire améliorer, le faire évoluer. J'ai une idée de spectacle 2 qui n'a rien à voir, mais je sais pas si un jour je vais l'écrire. Après, j'ai eu des sollicitations d'entreprises qui m'ont demandé de faire récemment, vendredi dernier d'ailleurs, un sur-mesure, et je me suis beaucoup éclaté à le faire. Des gens qui avaient un sens de l'autodérision, qui étaient capables de, voilà, donc ils m'avaient laissé carte blanche, et tout a été validé par eux. Tout de même. Et je crois que en fait, j'ai écrit un mini spectacle de 40 minutes en moins d'un mois, enfin, ou en un mois et demi, on va dire. Mais Ça te fait encore un pied dans le monde de l'entreprise, du coup, c'est bien. ouais, mais en vrai, moi, je trouve que c'est C'est sympa. un sujet intéressant. Et puis, mais pour accepter des gens qui acceptent de se moquer d'eux et de, Bien sûr. voilà, donc, Important. Comme tu voilà, l'as dit. donc je suis pas sûr qu'une grande banque me demande de faire la même chose que ce que j'ai fait pour eux. Mais Ah, bon. comment il s'appelle je sais que les assureurs ont fait appel à cet humoriste suisse dont Thomas Wiesel. exactement, Ouais. qui fait fréquemment des Ouais. interventions comme ça. J'en ai vu plusieurs, je trouvais ça très très Ouais. drôle. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il lui donne pas forcément une carte blanche, mais plutôt qu'il la prend de lui-même et qu'ils Ouais. sont laissés à faire avec. Mais c'est des formats, je pense, en effet, qui sont de plus en plus demandés aussi parce que, en vrai, tous les gens en entreprise, enfin, on est un peu saturé de tous ces discours corporate. C'est quand même sympa quand il y a non. quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui apporte un petit peu de piment, un petit Non, peu, mais petit grain de sel quand même. Enfin, là, je savais pas, hein, c'était vraiment une nouveauté, mais comme quoi, voilà, on s'est lancé, enfin, faut se lancer. Il y a des fois, je me suis lancé, je me suis planté, hein, donc, voilà, c'est comme ça. Mais on dit qu'un qui ne tente rien n'a rien, c'est bien vrai. Et puis après, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, voilà, on passe un mauvais moment parce que voilà, se prendre un beat sur scène, c'est quand même pas drôle. Mais il y a pire quand même dans la vie. Vous disiez que plaie d'argent n'était pas mortel. Bon, plaie d'ego n'est pas très mortel non plus. Ouais, le ridicule ne tue pas. Voilà. Mais bon, après ça fait mal, hein, ça Après, marche. ça, J'ai eu des moments, enfin, ça voilà. te pousse aussi peut-être à. Voilà, après, essayer de faut vite remonter sur le vélo, C'est ça. faire des choses et se dire, voilà, je sais que ça marche. Ça marche. Donc voilà. Toi, t'es pas du genre à t'arrêter. Non, je m'arrête pas. Non, mais j'ai des idées, j'en manque pas. Donc, et tout le temps que je passe sur la partie
chercher des programmateurs. Donc là, je vais me faire aider par une jeune fille d'ailleurs à la rentrée que je vais embaucher. Alors, elle va pas travailler que pour moi, mais c'est pareil, on va organiser CRM, machin, pour être super pro, pour pas me retrouver dans la situation où je suis actuellement, où je dois tout faire. Bien sûr. Et ça va être bien, mais je vais lui apprendre, parce qu'elle voulait gérer ça avec son tableau Excel. Je dis non, tu vois, on va mettre en place un CRM. Tu vas voir que c'est super intéressant, donc je pense qu'elle va aussi grandir de cette façon-là. C'est encore une façon de transmettre. C'est une façon de transmettre, parce que et puis peut-être que demain elle sera diffuseuse pour d'autres et elle aura un outil qui aura été fait. Moi, j'en ai rien à faire qu'elle travaille que pour moi ou d'autres, donc ça va être chouette. Donc mais voilà, si tout ce temps que je passais sur la créativité, mais qu'est-ce que je serais heureux, parce que j'ai des idées. Hein. Et c'est toujours le plus dur, c'est d'arriver dans cette situation où le day-to-day fonctionne suffisamment bien pour que la chose qu'on ait à faire, c'est se soucier du futur et comment le rendre encore plus stimulant et meilleur. Ouais, ça c'est... Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que tu y arrives le plus vite possible et le plaisir, plus durablement possible. On te remercie d'être venu nous parler de ton parcours sur notre podcast. Merci beaucoup. Voilà. On espère, comme on le dit aux autres invités souvent, on espère pouvoir donner une suite à tout ça et te réinviter dans quelques temps pour parler de l'évolution. À l'Olympia, bien sûr. On fera un direct depuis l'Olympia. Voilà, rendez-vous l'an prochain. Mais voilà, pour pouvoir parler de ton évolution. Et puis, on est ravis de t'avoir reçu. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup, merci.